1914. De la Grande Guerre à la Première Guerre mondiale. Le conflit qui éclate à l'été 1914 n'est pas seulement une guerre entre nations européennes, c'est une confrontation globale. Les contemporains en sont immédiatement convaincus. 6 mois après la mobilisation du 1er août 1914, les Français parlent déjà de « grande guerre ». Il faut avoir emprunté la D929 qui s'étire presque rectiligne d'Amiens à Bapaume, sur le plateau crayeux de la Somme, pour prendre la mesure de ce que fut réellement la Première Guerre mondiale. Aucun secteur de l'ancien front occidental ne concentre une telle diversité de cimetières militaires de nombreux pays. À quelques kilomètres de la ville d'Albert, l'imposant mémorial de Thiepval, dédié aux 72 000 disparus de l'Empire britannique, domine tout le paysage. Plus loin, une statue de bronze représentant un caribou, symbole de Terre-Neuve, rappelle le sacrifice des soldats du Newfoundland Regiment sur le champ de bataille de Beaumont-Hamel. À Longueval reposent les combattants sud-africains et néo-zélandais. À Hayette, les tombes sont chinoises et indiennes. Plus au sud, à Villers-Bretonneux, le mémorial australien conçu par Sir Edwin Lutyens se déploie autour d'une croix du sacrifice et de la tour du souvenir sur laquelle sont gravés les noms de quelques 10 000 soldats laissés sans sépulture. Tout ici suggère que la Somme est moins un lieu de mémoire nationale au sens strict, même si plus de 65 000 combattants français y perdirent la vie, qu'une tragédie d'ampleur mondiale, la dernière grande bataille de l'Empire britannique. Ce qui est vrai pour la bataille de la Somme à l'été-automne 1916 l'est aussi pour la guerre dans son ensemble. À un siècle de distance, elle nous apparaît de plus en plus comme un événement global dont les enjeux dépassèrent dès l'origine les frontières du continent européen où le conflit avait éclaté. Nul ne songerait plus à écrire l'histoire de la Première Guerre mondiale uniquement du point de vue national, comme on étudiait autrefois les indentations créées par la saignée de 14-18 dans la courbe démographique française. La Grande Guerre ne se résume pas non plus à une guerre civile européenne, même si la quasi-totalité des 10 millions de morts militaires furent tués en Europe. Européenne, la Première Guerre mondiale le fut à bien des titres, mais le conflit atteignit immédiatement l'Australie, le Canada, les colonies africaines et asiatiques, aspirant ensuite vers son épicentre européen des matières premières et les combattants des troupes coloniales. 3 ans plus tard, les États-Unis et l'Amérique latine entrèrent en guerre à leur tour, mettant fin à une neutralité qui n'était d'ailleurs que théorique, puisque dès la fin 1914, ils avaient apporté aux Alliés leur soutien économique et financier. Même les régions les plus éloignées de l'Europe se trouvèrent intégrées au conflit d'une manière ou d'une autre, touchées directement par la guerre ou par ses conséquences, comme l'afflux de réfugiés ou les épidémies. Soulignons d'ailleurs ce paradoxe, une guerre partie d'un conflit régional, comme il y en avait eu tant d'autres depuis la fin du XIXe siècle, une guerre, en d'autres termes, qui aurait pu ne jamais avoir lieu, eut assez de force pour redessiner durablement la carte du monde, entraîner la disparition de 4 empires et renforcer les liens transnationaux à l'échelle de la planète. Le conflit qui éclate à l'été 1914 n'est pas seulement une guerre entre nations européennes, c'est une conflagration globale. Les contemporains en furent immédiatement convaincus. 6 mois après la mobilisation, les Français parlent déjà de « grande guerre » pour en souligner la singularité par rapport aux conflits antérieurs. Les Allemands, quant à eux, utilisent le terme « Weltkrieg », la guerre mondiale. À cette date, les combats ne se limitent déjà plus au théâtre d'opérations européen. Dès les premiers jours du mois d'août 1914, Français et Britanniques ont profité du début des hostilités avec l'Allemagne pour attaquer ses colonies africaines du Togoland, d'ailleurs médiocrement défendues, et du Cameroun. Cette guerre d'escarmouches, conduite sur de vastes étendues par de petites unités très mobiles, n'utilisait aucune artillerie, trop lourde pour la guerre de mouvement, mais des mitrailleuses portées à dos d'hommes. Trop souvent, on a résumé la Première Guerre mondiale à la guerre des tranchées et à ces paysages qui sont ceux du nord et du nord-est de la France, la boue dévoreuse d'hommes décrite par Barbus, les éparges de Maurice Genevoix, la Somme où s'est battu Ernst Jünger. La guerre mondiale a étendu son champ d'action à bien d'autres environnements.
Les Alpes, où les soldats craignent autant les avalanches et le froid extrême que le feu de l'ennemi. Les Balkans, où les épidémies font plus de ravages que les affrontements armés. Le désert aride du Moyen-Orient, la savane africaine. Autant de paysages où des soldats français ont également combattu. Dans le même temps, où les combats se propageaient au-delà de l'Europe, la France commençait à former dans ses colonies la Force Noire, imaginée par le général Charles Mangin en 1910. À la différence des Britanniques qui se refusaient à utiliser des troupes africaines en Europe, les Français étaient convaincus de la nécessité de faire venir des combattants coloniaux, notamment pour pallier la baisse du taux de natalité français. Harcelés par les recruteurs, des dizaines de milliers de conscrits potentiels décidèrent de fuir vers les colonies britanniques, sachant que les Britanniques n'envoyaient pas leurs sujets africains se battre dans les tranchées. D'autres, au contraire, virent dans la guerre une occasion de promotion sociale ou un moyen d'échapper à l'autorité patriarcale. Entre 1914 et 1918, 270 000 soldats sont recrutés en Afrique du Nord, 189 000 en Afrique occidentale française et en Afrique équatoriale française, 49 000 en Indochine et 41 000 à Madagascar, subissant des pertes équivalentes à celles de l'armée métropolitaine. Il faut aussi alimenter l'industrie de guerre, fabriquer des armements, nourrir les gigantesques armées nationales. Les colonies fournissent au marché européen des céréales, du bois, de la viande. Après l'hécatombe subie par la cavalerie française lors de la bataille des frontières à la fin août 1914, on importe de toute urgence des centaines de milliers de chevaux d'Argentine ou des grandes plaines américaines. Le gouvernement français fait également appel à la main-d'œuvre d'origine coloniale pour travailler dans ses usines et participer aux travaux agricoles, 78 000 Algériens, 49 000 Indochinois, 35 000 Marocains, des Tunisiens, des Malgaches, auxquels s'ajoutent les quelques 140 000 ouvriers chinois, originaires pour l'essentiel de la province du Shandong, envoyés en France à la suite d'accords signés en 1916 avec la République de Chine. Ce sont ces ouvriers chinois dont on peut voir les tombes à Noyelles-sur-Mer dans la Somme. La plupart sont morts lors de l'épidémie de grippe espagnole à la fin de la guerre. Avec la guerre totale, la France est le point d'arrivée d'une vaste circulation d'hommes, d'animaux et de matières premières à l'échelle du globe. Parallèlement, les enjeux culturels du conflit se sont internationalisés. À l'origine, un patriotisme défensif était au cœur des motivations des Français. Le pays avait été envahi, il fallait repousser l'envahisseur. Défense du sol, défense des petites patries, défense des siens. À l'été 1914, la population française fait bloc derrière le gouvernement d'Union sacrée. Mais rapidement, on combat de part et d'autre pour une certaine idée de la civilisation, pas seulement pour la défense des intérêts nationaux. Dans un mélange de fantasmes, de peur et de pitié pour les victimes civiles, les atrocités allemandes de l'été 1914 vont contribuer à cette mondialisation du conflit. En Grande-Bretagne, dont l'armée est essentiellement composée de volontaires jusqu'en 1916, les récits des massacres de civils en Belgique et dans le nord de la France sont utilisés par les campagnes de recrutement. Il en est de même en Irlande, quelques mois plus tard. La cathédrale de Reims, bombardée et incendiée par les troupes allemandes le 19 septembre 1914, apparaît sur plusieurs affiches de propagande britannique et américaine. Cette guerre des images dépasse largement le strict cadre national. Certes, les ruines de la cathédrale sont vues comme un symbole de la France meurtrie mais indomptable. Une célèbre carte postale met en scène la confrontation de Jeanne d'Arc et de Guillaume II devant le monument en flammes. Mais Reims n'est pas seulement un symbole français. Le lieu du sacre des rois de France devient l'illustration par excellence des atrocités culturelles, les termes employés à l'époque, commises par l'ennemi. Les barbares ont, de propos délibérés pour le plaisir sauvage de détruire, voulu abattre ce temple, anéantir toutes les traditions de gloire qui l'abritaient, explique un commentaire contemporain. Ils ne sont parvenus qu'à se couvrir de honte aux yeux du monde civilisé. La dénonciation des crimes contre les personnes, contre leurs biens et contre le patrimoine, au nom de principes inspirés par les conventions de La Haye de 1899 et 1907, conduit à la mise en place des programmes d'aide aux réfugiés, aux populations occupées, puis à la reconstruction des villes et des villages détruits.
Ce qui est en jeu, c'est naturellement l'assistance aux victimes de guerre et aux alliés français et belges. Mais qu'il s'agisse du programme humanitaire conduit par Herbert Hoover dès 1914 ou des aides organisées par les philanthropes américaines Anne Morgan et Edith Caro Roosevelt, l'épouse de l'ancien président américain Theodore Roosevelt, l'objectif dépasse largement le cadre français et touche à l'universel. C'est l'humanité commune et ses droits qu'il faut chercher à préserver dans un conflit où civils et combattants ont été atteints avec la même sauvagerie. La Première Guerre mondiale ouvre l'époque des conflits globaux. Dès 1914, dès l'été 1914, la guerre n'a pas seulement changé de degré, mais de nature. Bruno Cabane. Références: Stéphane Audouin-Rousseau, Annette Becker et Léonard V. Smith, France and the Great War, Cambridge University Press, 2003. Bruno Cabane, The Great War and the Origins of Humanitarianism, 1918-1924, Cambridge University Press, 2014. Robert Jerwas and Iris Manela, Empires at War, 1911-1923, Oxford University Press, 2015. John Horn et Alan Kramer, German Atrocities, 1914, A History of Denial, New Haven, Yale University Press, 2001. Traduction française, Les atrocités allemandes, 1914, Paris Taillandier, 2005, réédition Taillandier, collection Texto, 2011. J. Winter, The Cambridge History of the First World War, Cambridge University Press, 2013, traduction française, La Première Guerre mondiale, Paris Fayard, 2013.